C'est 5 sur 7 matin. J'installe tout de suite Maurice Tantan pour la chronique culture numérique. Maurice Tantan, bonjour à vous. Bonjour Serge Ayaka, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ça marche. Merci beaucoup d'être là avec moi ce matin. Rétrospective, on commence d'ailleurs par vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé de revenir sur 3 sujets importants qui ont marqué votre chronique culture numérique de cette année. Et le tout premier, c'est le hashtag, symbole absolu de mobilisation sociale contemporaine. C'est le titre de la première chronique d'abord de votre liste. Pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi l'avoir choisi? Belle question, mais si vous vous rappelez bien, on a commencé cette chronique numérique cette année, en juin. En juin, on était un peu vers la fin de la dernière saison de 5 sur 7 matins. Et c'était la première chronique que j'ai présentée ici sur le hashtag symbole des mobilisations sociales contemporaines. Et donc, c'est pour cela que le choix de revenir sur ce sujet-là a été opéré, a été effectué, donc, pour revenir sur le hashtag. Et comme je l'ai expliqué en son temps, le hashtag est devenu finalement un attribut. C'est devenu un élément de la pop culture mondiale. Aujourd'hui. Partout, on parle de hashtag dans la politique, dans la communication sur Internet, un peu partout. Tous les réseaux sociaux aujourd'hui ont mis en place ce hashtag-là. Et pour l'histoire, on se rappelle bien que ça a été créé en 2007 sur Twitter. Et depuis, ça a été repris un peu partout sur tous les réseaux sociaux, comme je le disais, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn et même sur d'autres réseaux sociaux moins connus. On utilise ce hashtag-là. Et évidemment, on a parlé de mobilisation sociale avec les hashtags. Aujourd'hui, quand il y a un grand événement, quand il y a une sortie médiatique, que ce soit de la part d'un homme politique, un homme public, que ce soit pour revendiquer. Et il y a quelques semaines, on a vu, il y a eu une grande mobilisation au Nigeria. Et évidemment, c'est un hashtag qui a rassemblé les foules sur place, mais également qui a permis à d'autres personnalités, à d'autres personnes de participer à cette Vous parlez du hashtag Bring Back... il y a eu Bring Back Our Girls, mais plus récemment, il y a eu EndSARS, donc ce hashtag-là pour demander la fin de cette unité spéciale de la police nigériane qui était auteur de violences sur des personnes au Nigeria. Et on a vu que de très grandes personnalités du monde, du show business, du monde de la politique ont tweeté, ont écrit, ont publié des messages en utilisant ce hashtag. Et on se rend compte que sans cet outil-là, j'appelle ça outil, sans cet élément-là, peut-être qu'il aurait été plus difficile de mobiliser autant de personnes autour d'un événement. Et il n'y a pas que des événements malheureux ou dramatiques qui font que les hashtags fonctionnent ou bien créent le buzz, mais ça peut se faire également autour d'événements heureux. Là, on va passer d'une année à une autre. On va voir évidemment sur les réseaux sociaux que les hashtags Bonne année ou Happy New Year's, évidemment, vont être en tête des publications sur les réseaux sociaux. 2021, par exemple, va être une année électorale au Bénin. On aura une élection très importante qui est l'élection présidentielle. Évidemment, il y aura forcément un hashtag pour agréger toutes les conversations autour de ce scrutin. Je me rappelle qu'en 2016, c'était le hashtag Vote 229. J'imagine que hashtag Vote 229 va revenir en 2021 et où on aura une autre création. Allez, deuxième sujet, la COVID-19 et la transformation digitale des entreprises. Vous avez présenté une chronique sur ce sujet aussi. Absolument. Alors, que faut-il retenir? Déjà,
évidemment, on ne peut pas faire de bilan en 2020 sans parler de Covid-19. Évidemment, je suis d'accord. Quoi qu'on dise, c'est une actualité qui a marqué tout le monde cette année, ces 12 derniers mois, à travers le monde. Et ce qui est, à l'analyse, quand on voit bien, comme le titre de la chronique le dit, Covid-19 a été un accélérateur de la transformation digitale des entreprises, partout dans le monde. Parce qu'on s'est rendu compte très rapidement qu'il y a des pratiques auxquelles les entreprises, et quand il n'y a pas que les entreprises, les organisations, que ce soit dans le public, dans le privé, des habitudes qui étaient très ancrées, mais qui ont été très rapidement bouleversées, changées à cause de la Covid-19. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs organisations qui se sont rendues compte qu'ils peuvent faire des réductions de coûts en utilisant le potentiel du numérique. Ouais. Donc aujourd'hui, le télétravail est devenu presque une norme dans plusieurs organisations. Et d'ailleurs, on a vu, la dernière fois, je faisais une chronique sur les applications qui ont le plus marché en 2020. Et évidemment, on vient en tête les applications de visioconférence. Ouais. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous. Qu'aujourd'hui, qu'on utilise, c'est fou. Même d'ailleurs, que vous utilisez pour vos émissions et tout. Donc, on a vu que les entreprises se sont très vite adaptées. Et dans l'adaptation, c'est le numérique qui a été utilisé. Et même ici, au Bénin, on a vu dans l'enseignement supérieur, on a mis en place des classes digitales, on a mis en place des cours en ligne très rapidement, quelque chose qui prenait beaucoup de temps avant. Parfois, les gens ne voulaient pas aller vers cette transformation-là, évidemment. Vers ces solutions-là. Vers ces solutions-là, et aujourd'hui, c'est acquis. Et des entreprises sont allées plus loin lorsqu'elles ont découvert que voilà, il y avait du bon. Ils ont vu qu'en télétravaillant, leurs salariés sont plus productifs, sont plus heureux, entre griffes, pour certains et tout. Et ils ont décidé que désormais, voilà, le télétravail va être la norme. Et donc, les gens viendraient au bureau seulement à titre exceptionnel. Parce que voilà, ça fait des réductions de coûts. Il y a des entreprises qui se sont déplacées vers des locaux plus modestes, parce que voilà, ils n'ont plus besoin de garder tout le monde au bureau. C'était finalement un mal pour un bien. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça parce que bon, finalement, la Covid-19 a emporté beaucoup de personnes, malheureusement. Mais de l'autre côté, ça a permis de comprendre qu'on peut s'adapter et qu'on peut surtout utiliser. Il y a du potentiel qui existait, qu'on n'exploitait pas, qu'aujourd'hui on utilise. Mais il faut aussi signaler, et je l'ai dit dans la chronique, que c'est vrai que la COVID-19 a permis à plusieurs entreprises d'amorcer cette transformation digitale, mais on s'est rendu compte également qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui, malheureusement, ou dans leur essence, ne pourront pas bénéficier de ce potentiel de digitalisation-là. Donc, il y a des métiers qui sont plus pratiques de terrain, tout ce qui est BTP, tout ce qui est génie civil, par exemple, vous êtes obligé d'être sur le terrain. Voilà. Je suis d'accord. Allez, on aborde maintenant le dernier sujet qui a marqué cette année, c'est la guerre entre Donald Trump et Twitter, notamment durant la période de la campagne électorale aux États-Unis. Ça ne vous a pas échappé? Bien sûr, la guerre entre griffes, hein. Parce que ça a été vraiment des moments de tension. Et moi, pourquoi je reviens sur cette actualité, c'est assez marquant parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'avais parlé de l'idylle au clash. Parce que Donald Trump a été une sorte d'égérie pour Twitter pendant très longtemps. Et lui-même, c'est Twitter qui a fait sa popularité, sa particularité lorsqu'il est arrivé au pouvoir lorsqu'il a été élu en 2016. Déjà, on l'a découvert sur Twitter parce que c'est un des chefs d'État qui tweetait beaucoup, qui tweetait sur tout et n'importe quoi. Presque. Enfin, c'est tous les jours. C'est tous les jours, des dizaines de tweets tous les jours. Et en plus, il tweetait lui-même.
Alors qu'on sait que Barack Obama avait une quarantaine de personnes, une équipe qui s'occupait de sa communication, qui tweetait à sa place. Il lui arrivait très rarement de prendre son téléphone lui-même pour envoyer un tweet. Mais Donald Trump, il le faisait lui-même et personne ne pouvait l'en empêcher. Et quand il a été élu, il a continué, il n'a pas changé, il a continué à tweeter. Il tweetait sur des sujets très très importants comme le nucléaire iranien, à tel point qu'au début de son mandat, il y a un des sénateurs qui a proposé un texte de loi pour archiver les tweets du président Donald Trump. Parce qu'il expliquait que si on a un président qui tweet sur tout et n'importe quoi, il vaut mieux, et surtout qui tweet sur la politique nationale et la politique internationale, il vaut mieux qu'on fasse un archivage de ces contenus-là, parce qu'on ne sait jamais. Donc, on a vu que c'est quelqu'un qui aimait bien Twitter, alors qu'il ne met pratiquement pas grand-chose sur Facebook. Sinon, là, on voit que c'est bien filtré. On sent que c'est une équipe qui pose ses contenus. Par contre, sur Twitter, il laisse libre cours à son expression. Et puis, subitement, à partir de 2019, ça a commencé à se dégrader, la relation entre Twitter et Trump. Donc l'entreprise a fait des choix, disons, radicaux. Par exemple, durant la campagne, en commençant par fact-checker ce qu'on appelle, à vérifier les tweets que Donald Trump mettait, parce que voilà, il y a des tweets qui étaient erronés, qui n'étaient pas tout à fait justes. Ils sont allés jusqu'à réduire la portée de ces tweets, en estimant que c'est des contenus trompeurs qui peuvent induire les gens en erreur. Et là, Donald Trump n'a pas du tout aimé ça. Il a proposé une loi pour empêcher les réseaux sociaux de faire ce genre de vérification, de réduction de portée. Et ça a été une vraie bataille. Et on voit que deux entités qui, pendant longtemps, on va dire, ont cheminé main dans la main, se retrouvent dans un clash comme ça. C'est un peu difficile. Et ce qui fait la grandeur des États-Unis aussi, c'est que Donald Trump, il a beau être président, il ne peut pas unilatéralement décider du sort de Twitter, et il a beau faire tout ce qu'il a voulu faire, ça n'a pas marché. Sur le coronavirus, par exemple, il a tweeté des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes. Twitter a fact-checké ça et a mentionné, a réduit la portée jusqu'aux élections. On a vu qu'il a longtemps revendiqué la victoire, alors qu'il n'avait pas gagné les élections d'après les structures qui gèrent le scrutin. Et donc ça a été un peu la fin triste entre Donald Trump et Twitter. Et je voulais quand même qu'on revienne là-dessus, surtout que cette année, ça a été aussi une année particulière pour Trump, déjà pour la façon dont il a géré le coronavirus, mais aussi pour son échec à la présidentielle des États-Unis.